partir du moment où vous faites des pièces en Chine, ils vont essayer de vous copier. Je disais, mais où est passé cet A320 ? Cet avion a été vendu, désossé par les Chinois pour essayer de copier un maximum. Il y a un des ingénieurs qui clairement voulait espionner. Il avait commencé à photocopier beaucoup de documents. Il y a des pilotes qui ont été grassement payés avec le système de primes, de bonus, etc. Au bout de 5 ans, vous rentrez de Chine, vous êtes millionnaire. Monsieur, qu'est-ce que vous filmez, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes envoyé par l'ambassade de Chine? Ah non. Il me disait, si jamais tu parles de tout ce que tu as vécu ici ou de ce que tu as vu de tes propres yeux, nous te tuerons où que tu sois. Bonsoir et bienvenue dans Enquête exclusive qui vous propose ce soir un document tout à fait exceptionnel. Vous allez découvrir comment la Chine, depuis des années, se livre à une véritable guerre secrète contre la France. Pour asseoir la suprématie chinoise à la fois militaire et économique à travers le monde, le Parti communiste chinois n'hésite pas à recourir à tous les stratagèmes. Infiltration, vol de documents, pression sur les dirigeants d'industries sensibles, mais également débauchage d'officiers, de militaires français qui livrent des informations clés en main au ministère chinois de la Défense, des informations parfois classées ultra secrètes. Pour les besoins de cette enquête, nous avons obtenu le témoignage exclusif d'anciens responsables du contre-espionnage français, mais aussi d'agents secrets et enfin de chercheurs, de scientifiques qui vont vous expliquer notamment comment les Chinois ont subtilisé un Airbus pour fabriquer une copie conforme ou encore comment ils ont piégé il y a quelques années le satellite européen Galileo. Chine-France, la guerre secrète, c'est un document signé Vincent Prado pour Ligne de Front et Enquête exclusive. Ce matin, 2 agents du contre-espionnage militaire français se rendent à la prestigieuse école polytechnique. Nous avons interdiction de montrer leur visage. Ils sont chargés d'alerter sur un phénomène très inquiétant. Le pillage de nos recherches scientifiques par des puissances étrangères, comme la Chine. L'acteur chinois est aujourd'hui l'acteur le plus offensif à l'égard de la recherche française, domaine civil et militaire confondus. Dans la salle, d'anciens élèves de la grande école, aujourd'hui à la tête de start-up très prometteuses. Biotechnologie, médicale, énergie, tous travaillent dans des secteurs économiques hautement stratégiques. Le déchiffrement de votre mot de passe personnel, c'est une affaire d'heures, voire de jours au maximum. Pour marquer les esprits, le contre-espionnage s'appuie sur des faits réels, comme celui de cette thésarde chinoise de l'université de Strasbourg. Je vais vous présenter un cas d'une étudiante qui travaillait sur des systèmes cyberphysiques. Elle faisait partie d'une université, la Beihang University, qui fait partie des 7 fils de la défense nationale chinoise. Ce sont des structures qui sont directement liées à l'armée populaire de libération chinoise et qui a eu un comportement assez problématique puisqu'elle se laissait enfermer la nuit et les week-ends dans les laboratoires de Strasbourg. La nuit, la jeune chinoise va photographier et copier tous les travaux du laboratoire. Elle va même aller beaucoup plus loin. Elle s'est aussi distinguée par des questions assez intéressantes sur la vie privée de ses collègues, probablement pour pouvoir transmettre ces informations-là, pour savoir sur quel levier de vulnérabilité est-ce qu'un agent de renseignement étranger pourrait appuyer, soit pour les débaucher, soit pour avoir un levier de coercition sur ces derniers. Pour mieux voler les recherches, la Chine s'est également dotée d'une loi spéciale. Depuis plusieurs années, nous captons la présence au sein de centres de recherche particulièrement innovants d'étudiants chinois qui sont contraints par leur législation et par des agents de capter de l'information au profit de l'État chinois. À la fin de l'intervention, une start-upeuse de Polytechnique d'origine coréenne, spécialisée dans les énergies renouvelables, semble tomber des nues. Au départ, on se dit qu'on n'est pas forcément concerné et à la fin, on se dit... On devient un peu parano en se disant mais je pense que je suis la cible idéale pour ces attaques. J'ai fait rentrer une jeune étudiante dans un laboratoire. Je ne savais pas si elle était accréditée. Il y a peut-être des secrets qui ont été volés. Cette naïveté sur la captation de nos savoir-faire est souvent à l'origine des plus grandes affaires franco-chinoises de vol de technologie.
Ces ingérences chinoises sur notre sol ont commencé il y a plusieurs décennies. Elles font partie d'une politique globale redoutable, planifiée et encadrée par le Parti communiste chinois. Son but, faire de la Chine en 2049, pour les 100 ans de la proclamation de la République de Chine, un champion planétaire tous secteurs confondus. L'objectif est que la Chine devienne le leader mondial de la science et de la technologie. Pour y arriver, le pouvoir chinois se montre très agressif, notamment sur le plan économique. On pensait que la Chine, dans sa grande démarche d'ouverture, justement, proposerait des relations économiques équilibrées. Et on voit bien que ça n'est absolument pas le cas. Cette stratégie, qui mêle vol de technologie, espionnage industriel et coups bas, a de lourdes conséquences sur nos entreprises. À partir du moment où vous faites des pièces en Chine, ils vont essayer de vous copier. Traditionnel. Des agents secrets, des chefs d'entreprise, mais aussi des hommes politiques, ont accepté de témoigner sur des affaires sensibles, souvent passées sous silence. Et là, on avait pris un risque énorme. Une certaine forme de traîtrise. Patrick Deveau, un ancien haut cadre d'Airbus, raconte pour la première fois comment la Chine a caché discrètement un Airbus A320 pour le copier. Il y a une similitude quand même qui est assez époustouflante. René Oosterlink, le directeur du programme spatial Galileo, révèle en exclusivité le stratagème diabolique élaboré par la Chine pour neutraliser notre système satellite. Décollage, Ariane, VA247. Il avait commencé à photocopier beaucoup de documents. Je sentais quelque chose de bizarre. Mais la Chine n'aime pas qu'on la pointe du doigt. Alors, pour faire taire ses détracteurs, elle n'hésite plus à mener des opérations spéciales sur notre territoire. Vous êtes envoyé par l'ambassade de Chine? Bah non. Ils prétendaient être japonais, mais ce sont bien des Chinois. Histoire d'espions, scandale d'État, mais aussi réseau d'influence. Institut Confucius, arme de propagande du PCC. Pendant de longs mois, nous avons enquêté sur ce pouvoir chinois, prêt à tout pour faire de la Chine la première puissance mondiale. Notre enquête sur les ingérences chinoises en France commence au ministère des Armées. Après plusieurs rencontres, l'un des services les plus discrets de l'État français a accepté de nous ouvrir ses portes. Depuis plusieurs années, la DRSD, la Direction du renseignement et de la sécurité de la défense nationale, chargée du contre-espionnage militaire, fait face à une agressivité croissante de la Chine pour voler notre savoir-faire en matière de défense. Seule condition du tournage, ne pas dévoiler le visage et la voix des agents. C'est la première fois que la France s'exprime officiellement sur ce sujet très sensible. En 2049, la Chine ambitionne d'être la première puissance mondiale. Et bien sûr, dans ce plan, il y a un volet militaire. Ce qui peut lui manquer dans certaines spécialités, ce sont des compétences. Des compétences qu'elle va chercher, notamment dans les armées occidentales. En effet, depuis plusieurs années, la Chine investit massivement dans l'armement du pays. Avec plus de 200 milliards en 2024, c'est le second budget mondial, juste derrière les États-Unis. Comme le montrent plusieurs clips de l'armée chinoise, Pékin ambitionne de maîtriser rapidement les technologies militaires les plus avancées. La Chine est par exemple en train de finaliser son premier porte-avions moderne, équipé de catapultes pour faire décoller les appareils. Sauf qu'elle manque cruellement d'expérience pour sa mise au point. Ce qui l'intéresse, ce sont des pilotes expérimentés. Expérimentés avec un certain nombre d'heures de vol, avec une expérience en opération extérieure. Dans un premier temps, ils ont recruté dans l'armée de l'air. Et dans un second temps, un peu plus tard, ils ont lancé un projet de recrutement de pilotes de l'aéronaval pour pouvoir armer leur porte-avions, tout simplement. Le porte-avions
est une pièce maîtresse en cas de conflit. Une trentaine de pilotes français ont déjà été recrutés par la Chine. Plusieurs sont toujours sur place. On essaye de les dissuader de partir. S'ils sont déjà partis, on essaie de les convaincre de revenir. Ce qu'on a réussi une fois ou deux. Parmi ces pilotes français partis en Chine, il y a Athé Chouet. Bonjour à tous, c'est Athé. J'ai passé 13 ans dans la chasse embarquée française en tant que pilote. Un surnom qu'il utilisait quand il était encore pilote de Rafale sur le porte-avions Charles de Gaulle. Le service a discuté avec Athé Chouet, oui, comme avec d'autres. Ils nous répondaient comme la majeure partie des pilotes, c'est-à-dire qu'ils ne voyaient pas où était le problème d'aller former des pilotes en Chine. Pourtant, en plus d'enseigner aux Chinois les techniques de pilotage de l'aéronaval, certains pilotes auraient également évoqué des procédures sensibles, notamment celles utilisées par l'OTAN. Les procédures OTAN, ce sont donc des procédures qui permettent l'interopérabilité entre toutes les armées des pays membres de l'OTAN. Alors oui, un certain nombre de nos pilotes ont divulgué des procédures OTAN, c'est une certaine forme de traîtrise. Le contre-espionnage militaire ne peut pas nous donner plus de détails sur ce qu'auraient livré aux Chinois les pilotes français. Après plusieurs mois d'enquête, un homme proche du milieu des pilotes de chasse, qui connaît très bien cette question, a accepté de nous rencontrer. Il a en sa possession des documents exclusifs. Il préfère témoigner anonymement. L'homme a réussi à se procurer le programme d'une formation dispensée par un pilote français aux Chinois. Là, on est sur vraiment du transfert pilote à pilote. C'est-à-dire, ok, tu n'as jamais piloté un avion sur un porte-avions, hein, ça s'entend. Je te donne le mode d'emploi pour décoller de ton porte-avions, te poser sur le porte-avions, quelles que soient les conditions, de jour, de nuit. Apponter de nuit, c'est vraiment quelque chose que seuls les Américains et les Français savent faire. Là, on est vraiment sur quelque chose d'ultra pointu. Des procédures confidentielles, utilisées par l'OTAN en cas de guerre, auraient été évoquées lors d'une formation dispensée par un Français. Il y a tout le système de commandement, le Battle Group, Flight Operation. Et en fait, ici, il va tout vous détailler en allant même sur des choses qui sont complètement hallucinantes, à savoir tout le système d'opération en temps de guerre. Si on creuse et s'il va au bout, on est dans du secret NATO, quoi, enfin autant. Donc des informations qui n'ont pas du tout vocation à partir en Chine. Si ces révélations sont avérées, les conséquences pourraient être dramatiques. C'est ce qui fait que les pilotes de l'aéronaval sont furieux. C'est-à-dire que demain, s'il devait y avoir un affrontement entre la France et la Chine, oui, il y a peut-être des pilotes de l'aéronaval qui en paieront les conséquences parce qu'il y a eu un transfert de connaissances, un transfert de technologie, un transfert de chaîne de commandement, etc. Oui, ça c'est clair. Enfin, je sais pas, quoi. Heureusement que ce gars-là était pas général, quoi, parce que sinon, il donnait les clés du porte-avions, ça allait plus vite. Hein. Dans la plupart de ces débauchages, c'est la motivation financière qui a été déterminante. Le salaire proposé est attractif. 20 000 € par mois. C'est 3 fois plus qu'en France. Sans compter les nombreux bonus pour ceux qui restent plusieurs années en Chine. Alors oui, il y a des pilotes qui ont été grassement payés avec le système de primes, de bonus, etc. Au bout de 5 ans, vous rentrez de Chine, vous êtes millionnaire. Donc oui, on parle de beaucoup d'argent. Sur ce document, qu'une source nous a remis, nous avons la confirmation qu'Athé Chouet, le pilote français de Rafale, a facturé 20 690 € les 12 jours de préparation d'un séminaire et 8 787 € les 6 jours passés sur place. Sur cet autre document, nous remarquons que sa société domiciliée à Londres a reçu un virement de plus de 60 000 € en provenance de Tefasa, une école de pilotage basée en Afrique du Sud. En fait, cette société était l'intermédiaire de la Chine pour recruter les pilotes français, mais aussi plusieurs dizaines de Britanniques et d'Américains. Alors j'avais quelque chose d'intéressant à vous montrer.
Le contre-espionnage a identifié que l'un des partenaires de Tefasa possède des liens étroits avec les services secrets chinois. Vous avez parmi les entreprises avec lesquelles Tefasa travaille, Lot Technologies, qui était dirigé par un Chinois, M. Su Bin, lequel Chinois a été condamné en 2014 aux États-Unis à 46 mois de prison pour cyberespionnage. C'est cet agent secret qui s'est occupé personnellement des pilotes français. Ce monsieur était très proche des services de renseignement, arrivé sur place, fournissait tout un tas de services d'interprétariat, ménage, chauffeur, accompagnateurs divers et variés. On a pu également établir que cette société Lot Technologies était destinataire de tous les comptes rendus de formation que faisaient nos pilotes. Les services secrets chinois insistent également pour que les pilotes français recrutent dans leur entourage. C'est ce que montre un échange de mails que notre informateur s'est également procuré entre la société de recrutement Tefasa et Ateshway, le pilote de Rafale. Ce qui est quand même sensationnel, c'est que dans le même mail, on demande si par hasard, dans les contacts de M. Shui, il y aurait un pilote de E2, donc le Hawkeye. Le Hawkeye, c'est quelque chose de gros au sein d'un groupe aéronaval. Effectivement, le E2 Hawkeye est un avion hautement stratégique. Il permet de superviser les opérations du groupe aéronaval et de sécuriser grâce à ses puissants radars tout l'environnement du porte-avions. On est donc clairement sur de la recherche d'informations up-to-date, pas ce qui se faisait il y a 10 ou 15 ans. Alors l'appontage. L'appontage, qu'est-ce que c'est? Ateshway, qui a depuis quitté l'aéronaval, anime aujourd'hui une chaîne YouTube consacrée à la défense. Il est également intervenant sur BFM TV. Alors commençons avec l'importance de l'aéronaval. Contacté, Ateshway affirme que les informations qu'il a dispensées en Chine sont disponibles en source ouverte et ne peuvent en aucun cas mettre en danger la vie des pilotes français. Lors de notre rencontre, notre informateur va nous faire une dernière révélation. Depuis quelques mois, circule sur les réseaux sociaux une vidéo étonnante du crash d'un avion militaire chinois. Regarde le champ de blé, il a explosé, ça a creusé un cratère. Regarde comme c'est énorme. Les deux pilotes ont réussi à s'éjecter. Et si l'un semble bien être chinois, l'autre a tout l'air d'un étranger. Toi, tu es chinois? Tu es chinois? Et lui, c'est qui? Nous sommes des officiers du gouvernement. C'est secret. Le pilote chinois ordonne de couper la caméra. Pas de photos. Ne prends pas de photos. Ce qu'on sait, c'est que le pilote est un ancien pilote de l'armée de l'air et de l'espace, donc un Français, qui n'était plus en contrat militaire. Il était à la sécurité civile et qui devait passer sur tracker, donc bombardier d'eau, quoi. Contacté via les réseaux sociaux, le pilote français n'a jamais répondu. Pour stopper ses départs en Chine, en 2023, l'article 42 de la nouvelle loi de programmation militaire permet enfin au ministère des Armées de s'y opposer. En cas de non-respect, la peine maximale encourue est de 75 000 € d'amende et 5 ans de prison. Si les services secrets chinois sont très actifs depuis la Chine pour s'accaparer nos compétences militaires, ils mènent également sur notre sol des opérations spéciales. Elles font partie d'un programme baptisé Fox Hunt, chasse à courre en français. Il vise à lutter contre les 5 poisons définis par le Parti communiste chinois. Les militants pour l'indépendance de Taïwan, les Tibétains, les Ouïghours, le mouvement spirituel Falun Gong et les partisans de la démocratie. Conséquence, selon un rapport de Safeguard Defenders, en 10 ans, plus de 12 000 Chinois dans 120 pays dont la France auraient ainsi été rapatriés de force en Chine. L'une de ces opérations Fox Hunt
très spectaculaire, aurait eu lieu le 6 mai dernier, lors de la visite en France de Xi Jinping, le président chinois. Ce jour-là, à l'hôtel des Invalides, le couple présidentiel français reçoit le couple chinois. Une visite officielle de 2 jours qui célèbre 60 ans de relations diplomatiques entre les deux pays. Pour immortaliser l'événement, Xi Jinping est accompagné d'une centaine de journalistes. La Chine espère travailler avec la France pour élever le partenariat stratégique global sino-français à un niveau supérieur. Malgré le faste et les belles paroles, en marge de l'événement, un groupe d'officiels chinois aurait tenté de kidnapper une personnalité qui dérange Pékin. Tout commence 2 jours avant l'arrivée de Xi Jinping. Merci d'avoir le courage d'être là, dans la rue, avec nous. Place de la Madeleine à Paris, une association ouïghour manifeste contre la venue du président chinois. Plusieurs milliers de personnes sont exécutées chaque année en Chine. Merci. Les participants alertent sur la situation dramatique de la minorité musulmane ouïghour, victime d'un nettoyage ethnique dans le Xinjiang, lorsque les organisateurs repèrent plusieurs individus au comportement suspect. Monsieur, qu'est-ce que vous filmez, s'il vous plaît? Tu vas bien? Ça, c'est pour... Je sais pas. Pourquoi tout à l'heure vous me... Parce que vous êtes envoyé par l'ambassade de Chine. Bah non, pas du tout. J'ai mangé quelque chose. Quelques minutes plus tard, c'est un petit groupe de jeunes en survêtement, sweat à capuche et masque sur le visage, qui s'approche pour perturber la manifestation. Tous brandissent un portrait barré d'une croix rouge de Dolku Nissa, le président du Congrès mondial ouïghour. Persécuté par la Chine, l'homme a fui son pays en 1994. Pas certain que ces jeunes soient très au courant de son histoire. Ils prennent la fuite dès l'arrivée des forces de l'ordre. En fait, ces perturbateurs ont certainement été payés par des personnes en lien étroit avec les autorités chinoises. Pékin est aujourd'hui prêt à tout pour intimider les ressortissants qui osent critiquer sa politique. Gulbar Jalilova, une réfugiée ouïghour, va être prise pour cible 48 heures après la manifestation. En effet, le lendemain du départ du président chinois, à Paris devant chez elle, se joue un étrange manège. La voiture s'est garée ici. Oui, juste ici. Ma voisine a pris des vidéos de là-haut. Les Chinois étaient tous là, ils étaient habillés en noir. Aux alentours de midi, un mystérieux véhicule se stationne devant l'entrée principale de la résidence de Gulbar. Parmi les 8 personnes à bord, plusieurs se mettent à photographier l'entrée du bâtiment, notamment son numéro. C'est une voisine et amie de Gulbar qui filme la scène. Elle la sait menacée et va la prévenir par téléphone. Gulbar faisait alors ses courses au coin de la rue. Elle s'inquiétait. Elle me disait « Ne viens pas ici, reste où tu es, éloigne-toi ». Gulbar dérange le régime chinois. Elle a passé plusieurs années dans un camp d'internement pour Ouïghours. Depuis son exil, elle raconte les horreurs vécues à l'intérieur. En France, elle pensait être en sécurité. Quand je suis arrivée en France, je pensais que c'était un pays de liberté, un pays démocratique. Je ne m'inquiétais pas. Gulbar vivait au Kazakhstan. Elle était commerçante. Elle faisait régulièrement des voyages en Chine pour acheter des marchandises. C'est lors de l'un d'entre eux qu'elle a été arrêtée. Pendant de longs mois, Gulbar va subir quotidiennement des humiliations et des tortures. Ils m'ont détenue injustement. Je ne suis coupable de rien. De simple Ouïghour, je suis devenue une terroriste. Ce qui déplaît aux autorités chinoises, c'est que Gulbar a réussi à consigner dans un cahier
une liste de noms de femmes qui, comme elle, ont été victimes de violences graves. Ici, j'ai écrit des noms de femmes. Des femmes dont je me souvenais du prénom, qui ont été violées et tabassées. 2 sont mortes. D'autres ont été condamnées à perpétuité. J'ai écrit les noms de 67 femmes. Elles ont toutes été arrêtées sans aucune raison. J'ai vécu les mêmes punitions. J'ai subi tout ce qu'elles ont subi. J'ai été violée comme toutes les autres femmes ouïghours. À sa libération du camp, en septembre 2018, les menaces de ses bourreaux sont très claires. Il me disait, si jamais tu parles de tout ce que tu as vécu ici, ou de ce que tu as vu de tes propres yeux, nous te tuerons, où que tu sois. Tu fermes ta bouche et tu ne dis rien. Il disait aussi, nous avons arrêté et ramené des Ouïghours de n'importe où dans le monde. Le bras de la Chine est très long. Où que tu ailles, nous t'arrêterons et te tuerons. Qui sont ces hommes qui s'intéressent de près à l'immeuble où vit la rescapée ouïghour? La voisine de Gulbahar, en plus d'avoir filmé la scène depuis sa fenêtre, est descendue prendre des photos lors du contrôle du véhicule suspect par la police. Ma voisine a pris des photos en marchant, mais la police ne l'a pas laissé faire. Ils ont dit « Éloignez-vous, éloignez-vous ». Le van noir s'est égaré discrètement, un peu plus loin. Ça, c'est la photo qui montre où était cachée leur voiture. Pour justifier sa présence, le groupe va donner aux policiers qui les contrôlent des explications surprenantes. De ce qu'elle a entendu, ils ont dit qu'ils étaient japonais, qu'ils étaient venus pour les champignons. Ma voisine m'a aussi dit qu'ils ne ressemblaient pas à des Japonais, mais bien à des Chinois. Ils prétendaient être japonais, mais ce sont bien des Chinois. Cette photo prise par la voisine, nous allons la faire analyser par un logiciel qui traque sur Internet les visages similaires. Au bout de quelques secondes, apparaissent plusieurs photos d'hommes, ressemblant fortement aux passagers du véhicule. À chaque fois, elles sont publiées sur des sites chinois très officiels, en lien direct avec le Parti communiste. Pour confirmer que cet homme sur les images est le bon, nous utilisons un logiciel de reconnaissance faciale. Et à chaque fois, le verdict est sans appel. Il y a 99,9% de similitude. Cet homme s'appelle Zhu Fangtao. Il vient bien de Chine. Il est le secrétaire adjoint du comité du parti du district de Zhenhai, ainsi que ministre du département du travail social et secrétaire du comité politique et juridique. Nous sommes très loin d'un japonais amateur de champignons. Ce pouvoir chinois qui n'hésite pas à s'en prendre à ses ressortissants met également en danger notre sécurité nationale. Mais les plus grosses affaires qui impliquent les services secrets chinois ont souvent été étouffées. Nous allons révéler pour la première fois un scandale d'État, totalement passé sous silence. Tout commence en 2003. À l'époque, l'heure est à l'optimisme. L'Europe pense que la Chine va s'ouvrir au monde, basculer dans la démocratie et le libéralisme. De grands projets de coopération franco-chinoise sont alors lancés avec ferveur, notamment dans le domaine spatial. Marie-Pierre Van Hoek est à ce moment-là directrice du CNRS à Pékin. Il y avait effectivement un grand enthousiasme. C'était formidable. On allait travailler ensemble, on allait faire Galileo tous ensemble. Galileo, c'est le système européen de positionnement par satellite, le concurrent du GPS américain. Pour le bâtir, l'Europe et la Chine s'unissent. À l'époque, la Chine n'était pas la Chine d'aujourd'hui. C'était considéré plutôt comme une opportunité et pas comme une menace. Les pays se répartissent la conception des différents modules du satellite. Pour la Chine,
Ce sera le SAR, le Search and Rescue. Un module qui gère notamment les signaux de détresse envoyés depuis la Terre, comme ceux par exemple d'un navire en difficulté. La collaboration démarre, mais dès les premières semaines, au Centre sino-européen de recherche ouvert à Pékin, les ennuis commencent. René Oosterlink, qui dirige le programme satellite de l'Agence spatiale européenne, trouve ses partenaires chinois un peu trop curieux. Oui, il y a un des ingénieurs qui clairement voulait espionner. Pour moi, c'était clair. Il avait commencé à photocopier beaucoup de documents. Je sentais quelque chose de bizarre. Les Français étaient très bons. Hein. Les Français restent encore très très bons sur les satellites actuels. Enfin, les Français et les Européens d'ailleurs. Donc il y avait plein de choses à apprendre. En se mettant là-dedans, il gagnait 10 ans, si vous voulez, de recherche. C'est pas rien. Pour limiter les risques d'espionnage et protéger son savoir-faire en matière de construction de satellites, l'Agence spatiale européenne va alors demander qu'au centre commun à Pékin, certaines précautions soient prises, comme le montre ce document inédit. Nouveau circuit de câblage, afin que ces câbles contournent physiquement les 3 bureaux des Chinois. Badge d'accès programmé pour ne permettre ni accès nocturne, ni de week-end aux Chinois. Donc, tout d'un coup, on a compris que leur but n'était pas de coopérer avec Galileo pour des raisons propres. Leur but était une autre. Et la question était, c'est quoi leur but? Le but de cet espionnage du programme Galileo, ce sont les services secrets français qui vont le révéler aux chercheurs de l'Agence spatiale européenne. Ce sont des gens qui sont spécialisés dans tout ce qui est espionnage, etc. Naturellement, connaissent très bien la technologie. On était informés très informellement par un service de renseignement qui ont eu clairement des preuves, qui ont nous montré certaines choses. Ces preuves montrent que la Chine se sert des informations collectées sur le programme Galileo pour développer en secret un système satellite concurrent. Les Chinois étaient déjà en train de construire leur propre système de navigation par satellite qui s'appelle Beidou. Ils n'ont jamais parlé de ça. C'était tout secret. C'est un concurrent complet. Et oui, on les a aidés à le faire. Parce que l'Europe leur a fourni toute la documentation, parce qu'on les a aidés à faire ça. Les cartes étaient faussées, mais enfin, on aurait pu s'en rendre compte quand même. On aurait pu se douter. C'est une de ces choses dans la carrière où tu penses, mais merde, comment ça c'est possible que personne n'a vu ça? En plus de nous copier, la Chine va également réserver d'autres mauvaises surprises à l'Europe. D'abord, elle souhaite avoir accès aux données sensibles de certaines antennes du satellite. On n'allait pas donner aux Chinois tous les éléments des signaux qu'on allait émettre. Tout ça, c'était confidentiel. Les Chinois ont commencé à mettre de la pression, mais d'une façon très virulente. Ces signaux, appelés PRS, sont extrêmement stratégiques. Ils sont émis par des antennes spéciales. Le signal PRS, là, qui est le signal crypté des gouvernements, le signal qu'il faut protéger absolument. L'Agence spatiale européenne refuse de donner aux Chinois l'accès aux caractéristiques du signal crypté. La Chine accepte la décision sans broncher. Car en fait, elle a en tête un plan beaucoup plus effrayant. On ne l'a pas vu venir, le piège chinois. Les services secrets vont effectivement tarder à s'apercevoir que le module chinois destiné à être installé au cœur du satellite Galileo est piégé. Il pouvait faire plein de choses avec Galileo, si vous voulez. Il pouvait apprendre à modifier les paramètres, mettre un système interne qui peut effectivement tout court-circuiter ou tout griller. Enfin, tout est possible, ce qui fait que si un jour il y a un incident, vous coupez l'autre en face. Et aujourd'hui, c'est un cauchemar général de se dire si jamais il nous coupe toutes les liaisons satellites, qu'est-ce qu'on devient? René Oosterlink, l'ancien directeur du programme Galileo, va révéler pour la toute première fois ce que ce module chinois était réellement capable de faire. Dans la partie alimentation du petit module, il peut y avoir des condensateurs qui peuvent être câblés de telle façon que par un signal, ils explosent. Et donc détruire une partie du satellite. En plus de pouvoir neutraliser nos satellites en cas de conflit, les antennes du module chinois étaient aussi capables de s'attaquer aux communications secrètes. En fabriquant le SAR, ils pouvaient avoir
accès ou détériorer le signal PRS, le signal du gouvernement, enfin des gouvernements. Ce que confirme un rapport confidentiel que nous nous sommes procurés. Il est alors apparu que les charges SAR sont idéalement implantées pour procéder à des écoutes internes aux satellites. Elles avaient initialement été considérées à tort comme non sensibles. Les services secrets européens n'ont plus le choix. Ils vont demander que le module chinois soit retiré. Les 4 charges SAR, livrées par la Chine pour les satellites IOV, devront être débarquées et restituées à la Chine, puis remplacées par une solution européenne. Bien sûr, ça a causé un fort problème. Les Chinois étaient fous furieux. Il a fallu démonter le SAR, rendre le matériel à la Chine, lui rembourser je ne sais pas quoi, parce qu'évidemment, il a fallu qu'on rembourse quelque chose, comme d'habitude. Mais là, on avait pris un risque énorme. Étrangement, cette histoire invraisemblable va se terminer sans faire aucun bruit. Les responsables chinois finissent par faire profil bas. Ils savent très bien que la réalité, c'est bon les gars, on a compris, ne prenez pas pour des imbéciles. Et ils le comprennent très bien. C'est des petits jeux entre grandes puissances dans le monde spatial. On n'a pas voulu causer des vagues. On a laissé ça mourir très calmement. Si la coopération spatiale franco-chinoise est définitivement enterrée, le système satellite chinois, lui, grâce aux Européens, se porte à merveille. En 2024, avec 35 unités opérationnelles en orbite, Beidou est désormais devant Galileo, qui lui en compte seulement 24. Combler son retard technologique est une obsession pour la Chine. Mais cette stratégie implacable a parfois de lourdes conséquences économiques sur nos entreprises. Le manque à gagner peut se chiffrer en milliards d'euros. À Paris, au dîner de gala organisé à l'Élysée lors de la visite du président chinois en mai dernier, plusieurs grands patrons français ont été invités. Il y a Bernard Arnault, le magnat du luxe, ou encore François-Henri Pinault et son épouse Salma Hayek. La France exporte pour 25 milliards d'euros chaque année en Chine. Alors, par peur de perdre des contrats, rares sont les hommes d'affaires qui osent évoquer l'agressivité économique de Pékin. Anne Jeantet, à l'époque députée en charge des Français de l'étranger, était l'une des seules politiques à la dénoncer. Il y a un peu de naïveté de la part des Européens et de la France où on pensait que la Chine, dans sa grande démarche d'ouverture, justement, proposerait des relations économiques équilibrées. Et on voit bien que ça n'est absolument pas le cas. Vouloir être une grande puissance, je l'entends, mais on peut être une grande puissance sans manger dans l'assiette des autres. Quelques jours plus tard, nous retrouvons la députée dans son bureau de parlementaire. Pour Anne Jeantet, qui se rend régulièrement en Chine, les industriels français ne se protègent pas suffisamment. Elle-même prend des précautions drastiques pour éviter le vol de données. Ça, c'est ma petite pochette Faraday. C'est une matériel presque comme espion. Donc en fait, je mets simplement... Alors mon téléphone, là, il est éteint. Je le mets dans ma pochette et je roule ma pochette. Je roule, voilà, comme ça. Et là, à partir de ce moment-là, mon téléphone est invisible. Ces pochettes fonctionnent comme un bouclier. Elles bloquent toutes les ondes électromagnétiques, comme la 4G, le Bluetooth ou encore le Wi-Fi. Les mêmes précautions sont prises avec son ordinateur. Votre voisin a son ordinateur, vos deux ordinateurs sont allumés, il faut 20 secondes pour qu'il pique vos données et la totalité de ce que vous avez sur votre disque dur. C'est super, à part le Bluetooth. Ça va, c'est spectaculaire. Comme ça, je suis tranquille en partant, en voyageant, en revenant. Voilà, c'est mon assurance vie. Moi, c'est une assurance sérénité. Malheureusement, ces mesures de bon sens sont assez rares. Je vois trop de collègues qui voyagent ou qui craquent au bout d'un moment en se disant « Ah non, mais attends, j'ai besoin de mon téléphone, donc tant pis, je le sors. » Non, il ne faut pas sortir son téléphone. Durant toute la durée de ses voyages en Chine, Anne Jeantet garde son téléphone et son ordinateur bien au chaud dans leur pochette. Car le manque de vigilance
et souvent au départ d'affaires politico-économiques incroyables. Comme celle qui frappe Airbus aujourd'hui. À cause d'une histoire de vol de secrets industriels, le groupe risque de perdre son statut de leader de l'aviation mondiale. En effet, en mai 2023, Pékin fait une entrée fracassante dans le domaine de l'aviation civile. Le constructeur national, Comac, inaugure en grande pompe son tout nouveau moyen courrier, baptisé C919. Le C919 vise à concurrencer l'Airbus A320, mais aussi le Boeing 737. C'est une avancée majeure pour notre pays, qui ambitionne de devenir un acteur important de ce secteur industriel. Cet avion chinois s'annonce effectivement comme un sérieux concurrent pour l'Airbus A320. Chez le constructeur français, c'est la douche froide. Il y a eu un effet stupéfaction, mais non, c'est pas possible, etc., etc. Patrick Deveau, ancien conseiller en intelligence économique d'Airbus, confirme que les deux appareils ont beaucoup de points communs. Vous n'avez qu'à regarder le C919 et le comparer à la 320. Et vous verrez qu'il y a une similitude quand même qui est assez époustouflante. Longueur, hauteur, poids, capacité de chargement, les caractéristiques générales sont quasi identiques. Un clone qui ne doit rien au hasard. Si le petit pousset chinois de l'aéronautique a réussi à rattraper si rapidement des années de retard technologique, c'est notamment grâce à un tour de passe-passe. Les Chinois ont tout simplement fait disparaître un avion français. Alain Juillet, l'ancien directeur du renseignement à la DGSE, se souvient très bien de cette histoire invraisemblable. On dit c'est bizarre quand même. Il y a eu 2 avions achetés, il y en a un qui ne vole pas, ou qu'on ne voit pas. Et effectivement, au début des années 2000, l'un des 2 premiers Airbus A320 vendus à la Chine disparaît totalement des radars et n'apparaît sur aucun vol commercial. Chez le constructeur français, on est sidéré. On se disait, mais où est passé cet A320 ? Et en fait, cet avion a été vendu, désossé par les Chinois, pour essayer de copier un maximum, de comprendre chaque pièce de l'avion pour pouvoir les reproduire à l'identique. Si Patrick Deveau, aujourd'hui à la retraite, accepte de dévoiler ce secret, le groupe Airbus, lui, a toujours nié les faits. Il faut se mettre à la place, je sais pas, à la place du PDG d'Airbus ou à la place du président de la République ou de tel ministre des Affaires étrangères en disant qu'est-ce qu'on y gagne? Est-ce que ça va servir à quelque chose de leur dire vous nous avez volé un avion, il a disparu, c'est pas bien? Pour comprendre cette attitude étonnante, il faut savoir qu'à l'époque des faits, le géant de l'aéronautique est en train d'ouvrir en Chine une toute nouvelle ligne d'assemblage de la 320. Des milliards d'euros sont en jeu et il ne faut surtout pas risquer de dégrader les bonnes relations commerciales. Le marché chinois est un marché considérable, mais c'était pour faire un maximum de business. Pourtant, même la DGSE s'inquiète de cette nouvelle usine, qui donne à la Chine de nouvelles possibilités d'espionnage. À l'époque, on l'a dit aux dirigeants d'Airbus, faites attention parce que ce sont des Chinois et à partir du moment où vous faites de l'assemblage en Chine, à partir du moment où vous faites des pièces en Chine, ils vont essayer de vous copier. Traditionnel. Alors on dit, vous inquiétez pas, on contrôle tout. Tapis rouge pour la Chine communiste très prospère, tapis rouge pour un énorme contrat. Noël Forgeard, alors patron d'Airbus, se veut rassurant. Nous faisons extrêmement attention à la manière dont les transferts s'opéreront. À l'inverse, les syndicalistes du groupe sont beaucoup plus sceptiques sur les intentions chinoises. On commence par un petit morceau, puis on risque de se faire avaler complètement. Tout est produit en Chine, on risque effectivement de transférer notre technologie aux Chinois. Donc après, peut-être que les Chinois seront capables de produire eux-mêmes, sans nous, ces fameux avions.
Quelques années plus tard, les craintes du personnel vont s'avérer exactes. Dans des délais beaucoup plus rapides que prévu, on a vu arriver la copie d'Airbus. La copie d'Airbus chinoise. Désormais, avec son nouvel avion de ligne, la Chine a les capacités de faire de l'ombre aux deux constructeurs historiques. Il y a des compagnies qui vont dire « Attends, les Chinois, leur avion est fiable puisqu'ils volent, il est moins cher, parce qu'à coup sûr il sera moins cher, et ça vaut le coup d'essayer. » En intelligence économique, j'ai appris une chose, c'est quand vous arrivez avec un produit qui vaut 20% moins cher que l'autre, vous avez quand même une sacrée chance de pouvoir le vendre. Le gouvernement chinois a déjà passé commande de plus de 1000 C919 pour ses vols intérieurs. Des ventes qu'Airbus et Boeing ne feront pas. Pour l'instant, l'avion chinois n'a pas reçu l'autorisation des instances internationales pour voler en dehors de son pays. Mais ce n'est qu'une question de temps. En effet, pour augmenter les chances de vendre rapidement son appareil à l'étranger, la Chine a mobilisé dès 2010 une armée de hackers. Ils sont chargés de pirater les industriels du secteur aéronautique pour leur dérober les procédures dites de certification. Un savoir-faire complexe où des milliers de normes sont à respecter. Bernard Barbier, ancien directeur technique des services secrets français, a observé leur mode opératoire. Clairement, il y avait une équipe qui était dédiée à ça, en fait. Ils ont attaqué les sous-traitants, qui étaient, eux, très mal défendus. Comme ces sous-traitants, finalement, ont des droits d'accès privilégiés vers leurs traitants, donc vers Airbus, ils se sont aperçus qu'ils pouvaient passer par les sous-traitants. Ça a duré 4-5 ans, en fait. Les pirates chinois vont notamment cibler les données de certification de l'entreprise Safran, le sous-traitant qui fabrique les moteurs de l'A320. Ça peut permettre à la Chine de gagner 3-4 ans, 5 ans sur son processus de certification internationale. D'après une enquête de CrowdStrike, une société américaine spécialisée en cybersécurité, les pirates étaient directement pilotés par le ministère de la Sécurité d'État. Ils opéraient depuis leur bureau de Yangzhou, dont le directeur était Xu Nianjun. L'homme coordonnait plusieurs agents infiltrés chez des sous-traitants d'Airbus. Pour voler les données de certification, ils avaient notamment réussi à introduire dans plusieurs systèmes informatiques le logiciel espion Sakula, développé par le chinois Yupingan. Plusieurs membres de ce réseau ont depuis été arrêtés sur le sol américain et condamnés à de lourdes peines. Quant à l'Airbus A320 disparu, il aurait miraculeusement refait surface. C'est en tout cas ce que pense Isabelle Feng, une chercheuse spécialiste de l'économie chinoise. En 2021, il y a un avion aux couleurs d'une compagnie aérienne de Sichuan, A320, qui a atterri miraculeusement dans un champ dans la province de Jiangsu. On ne sait pas il appartient à qui. Finalement, on dit oui, il appartient à un villageois. Il a acheté cet avion pour faire un restaurant à thème. Ce villageois, heureux propriétaire de l'Airbus Phantom, le voici. Il a démarré la métamorphose de l'appareil. Venez avec moi. Regardez, le nez de l'avion est déjà installé. Et la grue, elle est en train de poser la dérive. Comment il a été transporté jusqu'à là et comment l'acheteur a payé, mais en Chine, aucun mot. Il y a quelques semaines, Comac, le constructeur du C919, a annoncé le développement de 2 nouveaux appareils, un moyen courrier C929 et un gros porteur C939. Le Parti communiste chinois a réussi son coup. En un temps record, Pékin s'attaque désormais au duopole Boeing-Airbus. Pour le géant de l'aéronautique français, qui avait réussi à vendre plus de 2000 appareils à la Chine, la manne pourrait à l'avenir se tarir. La France est-elle suffisamment méfiante vis-à-vis de Pékin? En tout cas, pour nous faire baisser la garde, le gouvernement chinois a élaboré encore une fois une stratégie pensée dans les moindres détails.
Son objectif ? Façonner une image positive et inoffensive du pays. Pour cela, la Chine a positionné des relais d'influence sur tout notre territoire. En février dernier, à Rennes, pour le Nouvel An chinois, 2 dragons déambulent dans les rues. Ils ont été invités par l'Institut Confucius de la ville, un centre culturel chinois, dont le but est de diffuser la culture, l'art et la langue dans la société française. L'Institut Confucius de Rennes fonctionne comme tous les autres. Il a 2 directeurs à sa tête, un Français et un Chinois. Aujourd'hui, les 2 directeurs ont reçu un cadeau un peu particulier. Donner de la salade, ça se prononce pareil que devenir riche, voilà. Donc c'est ça qu'on nous souhaite, d'avoir une bonne année. C'est la symbolique. Malgré les apparences bon enfant, les instituts Confucius sont accusés par de nombreux détracteurs d'être des instruments de propagande du Parti communiste chinois. C'est le prénom chinois de mon petit ami. Ce que réfute Blaise Thierry, le directeur de Rennes. Je ne suis pas là pour dire aux uns et aux autres, vous devez faire ceci, vous devez faire cela, vous ne devez pas dire ceci, vous ne devez pas dire cela. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en fait? Ce serait quoi? De laver le cerveau de tous les gens qui viennent suivre des cours de calligraphie ou quoi pour leur expliquer. Bon, voilà, je pense que c'est assez fantasmatique. En fait, les étudiants qui fréquentent les instituts Confucius seraient influencés pour éviter les sujets qui dérangent la Chine, comme les événements de la place Tiananmen, le massacre des Ouïghours ou encore la situation au Tibet. Paul Charon, spécialiste des opérations d'influence de la Chine au ministère des Armées, confirme la possibilité d'une manipulation des esprits. On peut considérer qu'il s'agit uniquement de cours de langue. En fait, ça va plus loin parce que d'abord, quand on s'adresse à des étudiants, on fait aussi passer des messages. Donc on peut présenter une certaine image de la Chine et des relations internationales qui est une image biaisée. En 2021, une mission d'information du Sénat sur les influences étatiques extra-européennes dans le monde universitaire pointe également les dérives des instituts Confucius. De l'image, les instituts Confucius, prônés par la Chine, qui officiellement sont là pour faire de l'enseignement des langues et de la civilisation chinoise, on s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas d'une neutralité totale. André Gattolin, ancien député des Hauts-de-Seine, est le rapporteur de cette enquête. C'est une approche d'influence culturelle, qui est une façon de faire passer ses idées, mais de manière soft. En plus de promouvoir une image idyllique de la Chine, les instituts Confucius sont également accusés d'être des nids d'espions. Plusieurs pays, comme les États-Unis, mauvaise influence sur les élèves américains. La Suède ou encore la Belgique ont décidé de les interdire sur leur sol ou d'en fermer la plupart. Le directeur de l'Institut Confucius était en contact avec 2 membres de l'ambassade de Chine à Bruxelles, à qui il rendait compte de son travail de recrutement d'agents d'influence pro-chinois. La France compte 17 instituts Confucius, éparpillés sur son territoire. Certains sont implantés dans des régions économiquement et militairement stratégiques, comme la Bretagne. Pour André Gattolin, cela fait partie intégrante du plan élaboré par Pékin. On voit quand on ouvre un institut Confucius à Brest, c'est le 2e port militaire français, c'est un haut lieu stratégique pour notre dissuasion nucléaire, c'est aussi un lieu où de très grandes entreprises haute technologie, souvent duales, c'est-à-dire à la fois civiles et militaires, sont installées. Ce n'est pas un hasard. C'est même l'une des tactiques du Parti communiste chinois pour répartir ses espions sur notre territoire. Pour avoir une idée de ce qui se passe réellement à l'intérieur des instituts Confucius, nous nous rendons à La Rochelle, devant la faculté des lettres, langues, arts et sciences humaines. Chaque institut Confucius est un drapeau rouge planté dans le pays où il se trouve. Brigitte Guiraud,
présidente de l'association Initiative Citoyenne, est venue dénoncer les pratiques de l'Institut Confucius, non à la dictature du PCC, qui s'est installé en 2007 à l'intérieur de la faculté. Je les ai appelés cheval de Troie du gouvernement chinois. C'est une couverture très discrète en fait, très bien calculée, très bien étudiée. Parmi les manifestants, plusieurs ressortissants chinois ont fait le déplacement. Tous ont fui la Chine après avoir subi des persécutions. Ils ne comprennent pas pourquoi la France continue d'accepter les instituts Confucius sur son sol. Le régime chinois est impitoyable et sans scrupules. Nous pensons que si nous ne faisons rien, si nous ne repoussons pas son influence, le PCC représentera une menace sérieuse pour la sécurité des Français. À la sortie des cours, vous ne pouvez pas parler du massacre des étudiants de Tiananmen. Brigitte Guiraud interpelle les étudiants. Ceux qui fréquentent l'Institut chinois confirment les craintes. On évite les sujets sensibles, genre le communisme, genre les camps de concentration et tout ça. C'est la censure complète et totale. Une étudiante de La Rochelle a également observé des comportements étranges chez plusieurs professeurs chinois qui appuient les soupçons d'espionnage. On a eu une prof de l'Institut Confucius, donc tout se passait bien, sauf qu'à un moment, je crois que c'était pour passer un contrôle, quelque chose comme ça, je ne sais plus, mais on nous a demandé par exemple nos numéros de passeport, ce que j'ai trouvé très bizarre, donc moi je ne l'ai pas donné, et forcément ça fait un peu peur. Un enseignant français lui a même conseillé d'être prudente avec les Chinois qu'elle croise au sein de l'université. Il a commencé à parler de l'espionnage justement, comme quoi ils espionnent et qu'entre eux ils se surveillaient aussi, beaucoup. Ça a été un peu étonnant, parce que on ne fait pas de prévention comme ça avec d'autres pays. Si ces étudiants ont peur de parler à visage découvert, c'est parce qu'ils se sentent surveillés et craignent des représailles. Désormais en public, ils préfèrent s'auto-censurer sur la Chine. L'un des exemples les plus étonnants de l'influence du Parti communiste chinois dans l'art et la culture se trouve outre-Atlantique. À Hollywood, Pékin a réussi à faire modifier les plus grandes productions internationales pour que la Chine y apparaisse désormais sous son meilleur jour. Nico Pratt est spécialiste du cinéma américain. Oh punaise. Donc là, c'est Men in Black 3, sorti en 2012. On parle d'aliens, non pas d'Américains, non pas de Chinois, mais d'aliens qui vont se faire passer pour des restaurateurs chinois. Même s'il ne s'agit pas réellement d'un Chinois, mais qu'il s'agit d'aliens déguisés en Chinois, pour le comité de censure, c'est largement suffisant. On ne peut pas tuer un Chinois, même seulement un Chinois d'apparence. Suite aux demandes du comité de censure chinois installé à Pékin, ces scènes ont toutes été coupées dans la version chinoise. Le bureau de la censure, c'est une agence étatique qui va regarder les films et tout simplement, il y a le couperet, oui, non. Il n'y a pas de négociation. Parfois c'est 1 seconde, parfois c'est seulement 2 secondes, parfois ce sont des images. Le but premier du comité de censure, c'est de communiquer une image valorisante de la Chine. Voilà, c'est finalement la seule et unique règle. Mais depuis quelques années, un nouveau phénomène émerge. Bien plus inquiétant encore. De plus en plus de producteurs hollywoodiens sont prêts à tout pour être distribués en Chine. Car avec 1,4 milliard d'habitants, le pays est devenu un marché gigantesque. On parle de 100 000 salles en Chine en 2025 et c'est tout simplement le plus grand réseau de salles au monde. Aujourd'hui, sans le marché chinois, beaucoup de super-productions américaines perdraient de l'argent. On parle évidemment de blockbusters, de films qui coûtent 100 millions, 150 millions, 300 millions de dollars à produire et donc forcément Hollywood a besoin de la Chine pour espérer rentrer dans ses frais. Donc évidemment, quand on fait un blockbuster, on va faire en sorte de ne pas froisser la Chine. Chaque année, seule une quarantaine de films étrangers sont autorisés en Chine. Alors, pour maximiser leurs chances, certains producteurs américains n'hésitent plus à ajouter des scènes, dans le seul but de séduire le Parti communiste chinois. C'est le cas par exemple dans Seul sur Mars, avec Matt Damon. Ce qu'on comprend donc avec cette scène qui a été ajoutée,
très spécifiquement pour le marché chinois, ce qu'on comprend, c'est que la NASA ne peut pas réussir cette mission sans l'aide de la Chine et de son agence spatiale. Iron Man 3 est un autre bel exemple de ces nouveaux rôles positifs donnés aux Chinois. C'est une scène qui consiste tout simplement à dire, oui, certes, Iron Man est américain, il a des pouvoirs, il est puissant, il est balèze, sauf que regardez, à un moment critique de son aventure, au moment où il a failli passer, au moment où il avait besoin que quelqu'un lui vienne en aide, eh bien, ce sont des chirurgiens chinois, finalement, qui ont sauvé la mise aux super-héros américains. C'est assez étrange, après des décennies où on voit les Chinois qui sont des méchants dans les films, tout à coup, les Chinois sont les gentils. Le but du soft power, c'est de pousser les autres à vous aimer. Le soft power, c'est Hollywood qui fait le travail, et ça, c'est assez incroyable. Pour preuve, nous avons eu accès à un échange de mails entre des dirigeants de Sony Pictures qui se concertent autour du futur film Pixel et qui révèlent que dès le départ du projet, le scénario est modifié pour plaire à la Chine. Détruire la Grande Muraille de Chine est, je pense, inutile. Cela ne profitera pas du tout à la production du film en Chine. Je recommanderais donc de ne pas le faire. Après concertation, la décision est prise. Le symbole national de la Chine sera épargné. La Grande Muraille est maintenant le Taj Mahal. C'est donc le plus célèbre des monuments indiens qui sera détruit par une force extraterrestre. Parfois, les demandes du Parti communiste sont encore plus politiques. C'est notamment le cas dans les productions sino-américaines. Dans le film d'animation Abominable, une carte qui fait polémique apparaît à plusieurs reprises. À un moment, si on met pause, on voit très distinctement, très précisément, voilà, ici, la fameuse ligne des 9 traits qui correspond donc aux revendications de la Chine en Indo-Pacifique. Si c'est un film coproduit avec la Chine, il est évident que la carte sera la carte officielle du Parti communiste. Cette carte des revendications territoriales chinoises en mer de Chine, qui inclut Taïwan, est également apparue dans des films comme Uncharted ou plus récemment Barbie. Ça peut paraître terrible quand on voit ça du côté politique, c'est-à-dire on se dit mais c'est quand même impossible, les producteurs et productrices hollywoodiennes vont être à la solde, hein, on pourrait aller jusqu'à la théorie du complot, c'est-à-dire qu'ils sont à la solde de la Chine, mais à nouveau c'est un comportement commercial classique. L'éthique n'est pas ce qui fait marcher cette industrie, on va pas se mentir. Hollywood, c'est évidemment une machine à rêve, mais c'est aussi, et peut-être même avant tout dans bien des cas, une machine à fric. Il y a quelques années, avec le rachat pour 3 milliards d'euros des studios américains Legendary, qui ont produit des films comme Dune, Batman ou encore Godzilla, la Chine s'est offert de nouvelles possibilités pour exercer son soft power. Désormais, les comédiens qui osent critiquer Pékin se font de plus en plus rares. Comment la France combat-elle les ingérences chinoises? Pour le savoir, direction le siège ultra sécurisé de la DRSD, la Direction du Renseignement et de la Sécurité de la Défense. Bien. Pour la première fois, son directeur, le général Philippe Sounjara, s'exprime à la télévision française. À la tête de ce service depuis 2022, il coordonne plus de 1500 personnes. Général, merci de nous recevoir ici au Fort de Vanves, tout près de Paris, au siège de la Direction du Renseignement et de la Sécurité de Défense. Vous êtes à la tête de cette institution, la DRSD, dont on voit le logo là derrière, avec un lion et un serpent. Un lion et un serpent, tout à fait. Ça représente quoi comme... C'est la protection contre la menace. Et quelle est votre mission exactement par rapport à celle de la DGSE? Alors notre mission, nous, c'est vraiment la contre-ingérence, à la fois pour protéger les forces armées, mais aussi pour protéger la base industrielle et technologie de défense, c'est-à-dire en fait toutes les entreprises qui participent à l'effort de défense de la nation, et face à l'ensemble des menaces, que ce soit des menaces, on va dire espionnage, mais ça peut aller jusque du sabotage, du terrorisme, etc.
Alors vous avez regardé ce film sur les actions d'espionnage et d'intrusion chinoise au sein de nos forces militaires, mais aussi civiles. On voit notamment dans ce film que ces pilotes de chasse français, qui une fois sortis de l'aviation française, mettent leurs compétences au service du ministère chinois de la Défense. Oui, tout à fait. C'est une affaire qui, en fait, n'a pas touché uniquement la France, hein, ça a touché l'ensemble des pays occidentaux. L'objectif, en fait, de certains pays, donc la Chine, c'est de pouvoir rattraper son retard sur un certain nombre de compétences pour lesquelles on est reconnu comme étant, en tout cas, détenant des expertises. Et notamment l'atterrissage sur les porte-avions. Par exemple, mais ça peut être aussi sur des techniques de combat. Et donc, leur objectif, c'est de pouvoir acquérir rapidement ces compétences et donc de se servir auprès des sachants. C'est de la trahison, pure et simple quand même, malgré tout. Comment se fait-il que ce ne soit pas puni par la loi française? Alors en fait, ça n'était pas puni. Parce qu'effectivement, c'était en fait quelque chose qui n'avait pas été pris en compte en se disant, voilà, les personnels, une fois qu'ils ont quitté l'institution, après ils sont libres. Ils sont libres de travailler. Et donc là, effectivement, il y a eu une vraie volonté de l'État et des pouvoirs publics de prendre en compte ce sujet. D'abord, on a suivi l'ensemble des pilotes qui sont partis, on les a identifiés. Certains, en fait, ont été dissuadés de partir ou ont été encouragés à revenir, notamment parce que certains sont quand même des patriotes et n'avaient pas forcément perçu la sensibilité en fait de ce qu'ils faisaient. Voilà. Après, certains autres, effectivement, sont pas forcément... Il faut être quand même extrêmement naïf pour penser, mais souvent l'argent permet de... Oui, c'est possible aussi. C'est possible aussi. Ou alors, c'est que, tant qu'on n'était pas sous les projecteurs, on pensait que ça allait passer. Voilà. Et donc aujourd'hui, on a un arsenal législatif qui nous permet à la fois, notamment dans le cadre de la loi de programmation militaire, on a fait passer ce qu'on appelle l'article 42. Ouais, c'est ça. Voilà, donc ça permet en fait d'obliger les gens à se déclarer s'ils souhaitent travailler au profit d'une puissance étrangère ou d'une entité étrangère, notamment s'ils ont tenu des emplois qu'on juge, nous, sensibles. Et donc là, ça fait à peu près 1 an, puisque c'est depuis le 1er janvier 2024, cette loi est en vigueur. Et son côté dissuasif est quand même assez important. Il peut y avoir une peine de prison, il peut y avoir des amendes aux alentours de 75 000 € de mémoire, oui c'est ça. D'accord. Voilà. Et personne n'a été sanctionné encore par la loi? Pas pour l'instant, non. La loi promulguée en 2024 n'est pas rétroactive. Résultat, la dizaine de pilotes français qui travaillent encore pour l'armée chinoise échappent à toute sanction. Et les anciens militaires sont loin d'être les seuls à être démarchés par la Chine. C'est aussi le cas des scientifiques français dans le domaine de la défense. Le vrai sujet pour nous aujourd'hui, c'est que la Chine essaye en fait d'acquérir un certain nombre de connaissances ou d'accélérer en fait sa montée en compétences, et donc elle propose réellement des emplois rémunérés assez fortement à des chercheurs français qui sont dans des domaines de pointe. Chaque année, la Chine débauche des dizaines de chercheurs français, un phénomène en hausse qui inquiète les services secrets. Parmi eux, Gérard Mourou, ancien prix Nobel et spécialiste des lasers, désormais professeur à l'université de Pékin. L'école est connue pour ses liens avec le programme d'armes nucléaires de la Chine. Comment faites-vous pour dissuader ces chercheurs qui croient innocemment travailler pour une société civile, fût-elle chinoise, et qui en fait servent des intérêts d'une puissance étrangère? Alors dans ces domaines-là, qui sont des domaines qu'on appelle duo, c'est-à-dire à la fois application civile ou application militaire, on travaille étroitement avec la DGSI, évidemment. Et dans ce domaine-là... sécurité intérieure. Sécurité intérieure, Direction générale de la sécurité intérieure. Et nous, on essaye pareil, de la même manière, de sensibiliser les individus, de leur montrer qu'en fait, ils ne vont pas forcément travailler que pour l'aspect, on va dire, civil, application civile, mais que ça peut avoir des répercussions sur les différents programmes militaires. On essaye de les dissuader. On arrive quand même globalement à dissuader un certain nombre de gens à partir travailler sur ce type de projet. On ne réussit pas toujours. En quoi cette ingérence chinoise est différente de l'ingérence russe ou... Ce qui détermine en fait la différence entre les différents acteurs, c'est le spectre des sujets qui les intéressent, voilà, et la façon dont ils vont s'y prendre pour pouvoir acquérir l'information. Il y en a certains, ils sont vraiment centrés sur des données très particulières sur la haute technologie. Certains sont intéressés, en fait, c'est le cas de la Chine, par tous les sujets. On voit avec l'affaire Galileo, quand même, cette histoire incroyable, enfin, qui s'est produite il y a quelques années. Est-ce qu'un tel scénario pourrait se répéter? Alors, honnêtement, pour le spatial notamment. C'est toujours possible, il ne faut pas dire jamais. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, l'ensemble des acteurs sont particulièrement sensibilisés. Et on a régulièrement des entreprises qui, par exemple, nous demandent conseil avant de recevoir une délégation étrangère, pour s'assurer que, voilà, on va bien pouvoir, bien sûr, accueillir correctement la délégation étrangère, mais
dans de conditions de sécurité qui permettent de garder effectivement le secret, la sensibilité. Alors qu'avant, on avait tendance un peu, contrairement à d'autres pays, à ouvrir un peu nos portes. Voilà. Et les vols d'informations, c'est quoi? On aspire les contenus d'un ordinateur, mais ça peut être aussi grossier que juste on vous aborde dans la rue. Exactement, ou ça peut être copain dans un match de tennis. Ça peut être quelqu'un qui vient vous voir dans une soirée et qui vous pose des questions, somme toute, assez précises sur votre métier, sur ce que vous faites. Ça peut être des gens qui viennent dans une entreprise et puis qui prennent des photos voilà, de machines-outils, d'un prototype alors qu'ils n'auraient pas dû. C'est des choses qui peuvent paraître parfois assez anodines, mais qui, mis bout à bout, sont en fait des vrais problèmes de confidentialité. On voit aussi dans le film le rôle que peuvent jouer les associations franco-chinoises. Certaines d'entre elles ont manifestement des liens avec le Parti communiste, avec ce qu'on appelle le Front uni. Comment la direction du renseignement et de la sécurité de défense surveille-t-elle ces associations et leur interaction avec les milieux politiques ou les milieux économiques, les entreprises à haute technologie? D'une manière générale, on porte une attention à ce type d'associations, notamment les associations donc franco-chinoises, parce que certaines peuvent avoir des liens tout à fait affichés, accessoirement, avec l'appareil d'État. Et nous, ce qui nous importe, c'est de vérifier que ces associations ne soient pas utilisées consciemment ou inconsciemment pour en fait être capable d'aller capter de l'information et conduire en fait des manœuvres d'ingérence. Voilà. Donc on a un point d'attention particulier sur ce type d'association. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Voilà, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau document d'enquête exclusive. Dimanche prochain, Donald Trump deviendra pour la seconde fois président des États-Unis. Le 20 janvier sera le jour de la libération de l'Amérique, ok? Avec lui, c'est tout un clan qui prend le pouvoir. Fils, gendre, même sa petite-fille, Kay, 17 ans, joue des rôles clés pour soutenir le patriarche. Je prends la parole aujourd'hui pour vous raconter ce côté de mon grand-père dont on ne vous parle pas souvent. Même quand il est en plein tourment judiciaire, il me demande toujours « Comment vas-tu ?» Le problème depuis le début de Donald Trump, c'est d'avoir 78 ans. Donc en fait, il donne du Trump Junior le plus possible, histoire de montrer qu'il n'est pas totalement à la ramasse. Son ex-belle-fille, ses amis, Donald Trump nomme des ambassadeurs sans expérience diplomatique. J'avais le président au téléphone, puis il m'a dit « Tous les deux, vous allez partir en Belgique, car tu vas être le prochain ambassadeur en Belgique. » Nous avons aussi enquêté sur la nouvelle Maison-Blanche, Mar-a-Lago, en Floride. Une résidence luxueuse que Donald Trump a transformée en club pour milliardaires. C'est devenu un petit peu le centre du monde avec des leaders étrangers qui s'y succèdent en espérant nouer des contacts avec le futur président. Là-bas, ses proches fortunés et alliés politiques se bousculent comme Elon Musk, qui fait désormais presque partie de la famille. C'est uniquement grâce à lui qu'on peut envoyer des astronautes américains dans l'espace. Les Trump, un clan en or, c'est dimanche à 23h dans Enquête exclusive. Cette émission a été préparée avec Emo Touré, réalisation plateau Mathieu Crécio, rédaction en chef d'Enquête exclusive Christophe Brûlé, Maud Brunel et Jean-Marie Tricot, production Anne Conézil. Bonne soirée sur M6.